Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis la semaine dernière, cette semaine, nous allons parler du GIEC et vous allez le voir, il s'agit d'un véritable débat. Alors, vu l'importance évidemment qu'il s'est accaparé les 30 dernières années, il me semble vraiment très intéressant de s'intéresser au fameux GIEC. Alors, on le présente littéralement comme un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Qu'en est-il exactement? Peut-on réellement leur faire une confiance aveugle, comme les médias et les gouvernements semblent le faire? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, la première chose, quand même, qui est assez étonnante, c'est la traduction de l'anglais du GIEC. Puisque, en anglais, c'est Intergovernmental Panel on Climate Change. Vous voyez tout de suite que le mot expert n'apparaît absolument pas. Pourtant, dans la plupart des traductions de l'anglais, le mot expert y apparaît. Est-ce qu'on voudrait nous manipuler? Qu'en est-il exactement? Alors, on peut, il me semble, et c'est totalement légitime aujourd'hui, s'intéresser au GIEC sans pour autant s'intéresser au climat. Il est important, comme je le disais en préambule, de s'intéresser au GIEC vu le poids qu'il a aujourd'hui. D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer le poids qu'a le GIEC dans les décisions gouvernementales. Donc, le GIEC finalement a vu le jour en 1988 sous l'impulsion initiale de Madame Thatcher, qui voulait à l'époque démanteler la filière charbon au profit de la filière nucléaire et qui avait besoin en fait d'une caution scientifique pour faire évoluer les choses. Et c'est là qu'a commencé finalement vraiment, qu'on a entendu parler du GIEC pour la première fois. Le GIEC finalement a vocation à faire des recommandations normatives à plus de 200 pays. Il s'agit d'un pouvoir énorme, vu évidemment le nombre de pays, et le fait que le champ d'action est terriblement vaste, puisque ça comporte les transports, l'agriculture, l'urbanisme, le commerce, et oui, finalement, vous le savez bien, les émissions de CO2 se retrouvent partout. Donc il faut bien comprendre que les recommandations du GIEC, finalement, inspirent des lois nationales, des traités internationaux, et inspirent même, en fait, des partis politiques qui s'inspirent finalement des recommandations du GIEC pour établir leur programme. Donc, vu son importance, il est légitime de se demander si le GIEC finalement répond à des questions politiques ou à des questions scientifiques. Et ça ne peut pas être les deux à la fois. Ce serait trop facile, vu que la façon dont les médias et les gouvernements se servent de la caution du GIEC, de la caution scientifique du GIEC, au moment où ils en ont besoin. Alors, pour bien comprendre, on va rentrer un petit peu à l'intérieur du GIEC et on va analyser la composition de ces organes. Il y a 3 groupes de travail. Ils sont à l'origine des rapports du GIEC. Il y a un secrétariat, un président et une assemblée générale. Alors, le premier groupe de travail, il fait finalement la synthèse des publications climatiques sur le sujet et l'influence que l'homme a sur ces évolutions du climat. Et dans ce premier groupe, ce sont des véritables scientifiques du climat qui le composent, pratiquement à 100%. Donc ce sont des scientifiques au sens strict. Dans le second groupe de travail, ce groupe-là évalue l'impact négatif pour l'homme des changements climatiques. Et ce groupe-là, il est composé de 2 sortes de scientifiques différents. Environ 50% de scientifiques de sciences exactes, donc de climatologues, de météorologues, et aussi, de l'autre côté, 50% de scientifiques, mais de sciences humaines. Le troisième groupe de travail, lui,
il confectionne les recommandations du GIEC. Et sa composition, elle est principalement dominée par des scientifiques de sciences humaines. Donc les scientifiques de sciences humaines, c'est des gens qui ont fait le droit, de la philosophie, de la sociologie, etc. Alors, quant à l'Assemblée générale, ce sont en fait des membres nommés par les différents gouvernements, qui sont finalement bien souvent des membres de cabinet ministériel. En regardant ça, on se rend quand même bien compte que la composition du GIEC dans son ensemble est nettement plus nuancée que ce que l'on pouvait en croire, nous, simples mortels, puisque ce ne sont pas tous des scientifiques du climat. Il y a même pas mal de monde qui n'a absolument aucune compétence climatique à faire valoir, et qui sont finalement des politiques au sens strict. Alors, étudions maintenant la compétence de tous ces gens, de tous ces groupes. On se rend compte que finalement le seul organe qui a l'air de se référer au nom du GIEC et à son impact médiatique, c'est le premier groupe de travail. Et ce groupe de travail-là, il est là donc pour faire la synthèse des sciences qui ont été publiées dans le domaine de l'influence de l'homme sur le climat entre les différents rapports du GIEC. Pensez bien qu'il n'y a pas de labo dans les locaux du GIEC. Il n'y a pas de labo, on ne collecte pas des données. Ce sont juste là-bas des scientifiques qui font la synthèse de ce qui a été publié récemment sur le sujet. Concernant la compétence du second groupe, pour évaluer finalement l'impact négatif pour l'homme des changements climatiques, il faut non seulement une valeur scientifique pour évaluer cela, mais il faut aussi pouvoir faire des jugements, puisqu'on doit pouvoir évaluer si c'est bien ou si c'est pas bien. La nature, elle n'évolue pas vers un bien ou pas bien. La nature, elle évolue tout simplement. Il faut bien percevoir que quelque chose qui peut être perçu comme négatif à un endroit peut être positif à un autre. C'est très important de se rendre compte de ça. Alors, concernant le troisième groupe, donc celui qui confectionne les recommandations aux différents gouvernements, vous comprenez bien qu'on est ici dans quelque chose de très très normatif. Il s'agit donc vraiment d'être dans le jugement et le jugement de valeur. Alors, quant à la compétence de l'Assemblée générale, ces gens, de manière générale, n'ont absolument aucune compétence scientifique. Ils sont juste nommés par des gouvernements, point. Nous pouvons donc voir dans son ensemble que ce n'est finalement pas le scientifique qui domine. Il faut quand même pouvoir l'admettre. Maintenant, on va étudier un peu le mode de fonctionnement du GIEC. Qui décide? Et c'est quand même quelque chose de fondamental de savoir qui décide, puisque, on vient de le voir, c'est une mosaïque de groupes et de sous-groupes, et la question à ce moment-là de qui décide est absolument fondamentale. Alors, bien que les groupes de travail dont on a parlé participent bien sûr à l'édification des rapports du GIEC, c'est l'Assemblée générale, donc les représentants gouvernementaux, qui confectionnent finalement une synthèse des rapports du GIEC pour les décideurs. Oui, vous avez bien entendu. C'est le rapport, la synthèse des rapports du GIEC pour les décideurs est discutée et négociée uniquement par les représentants gouvernementaux. Nous sommes donc ici dans le politique pur. Et en faisant des recherches, je me suis même rendu compte que des scientifiques du premier groupe reconnaissent que c'est un peu fort. Il faut donc comprendre que aucun texte estampillé GIEC ne peut sortir avant d'avoir été approuvé par l'Assemblée générale, composée, je vous le rappelle, uniquement de représentants gouvernementaux. Ce qui disqualifie finalement pas forcément le texte ni sa valeur scientifique, mais qui démontre malgré tout l'emprise politique de l'institution GIEC. Il faut quand même bien penser qu'à la suite
des travaux des 3 premiers groupes, ce ne sont pas des scientifiques qui débattent du texte, mais des représentants des États-Unis, d'Arabie Saoudite, d'Inde ou d'Australie. Ce sont finalement donc des discussions diplomatiques au sens strict du terme. Donc, pour résumer, le GIEC, en fait, c'est un mix de compétences scientifiques et politiques qui se superposent sans distinction, où vous avez des sciences exactes, qui débattent avec des sciences humaines, qui énoncent des jugements de valeur sur des vérités scientifiques, tout cela sous le couvert de politique gouvernementale. Alors, quand on lit un rapport du GIEC, dans l'enchaînement des différents groupes de travail, le second groupe prétend évidemment former ses conclusions sur les bases de ce que leur a donné le premier groupe, et le troisième groupe, évidemment, pareil, mais sur le premier et le second groupe. Mais forcément, on est bien d'accord, cela implique des jugements de valeur pour pouvoir juger de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. Pour bien vous faire comprendre, je vais vous faire une petite analogie. L'alcool est considéré comme une substance nocive pour la santé. À partir de là, deux jugements de valeur, deux conclusions de jugements de valeur peuvent s'établir. La première, c'est « je ne bois jamais d'alcool parce que je veux vivre le plus longtemps possible ». La deuxième est « je décide de temps en temps de boire un verre d'alcool si ça me chante, peu importe si je perds quelques années de vie, la convivialité et le plaisir que ça m'apporte prend le pas sur les quelques années supplémentaires que je pourrais perdre. » Donc on le voit dans cet exemple, il peut y avoir finalement des jugements de valeur très contradictoires. Et donc l'idée c'est que le GIEC devrait, à la lecture des rapports, nous présenter ou nous suggérer en fait un catalogue de normes qui pourraient parfois être contradictoires, comme je viens de vous le montrer dans mon exemple. Or, nous avons de manière absolument systématique une orientation générale qui va toujours dans la même direction et qui s'apparente finalement à du scientisme, considérant que la science va répondre à tous nos problèmes sans la moindre difficulté. Donc il faut quand même bien comprendre de tout cela que, au bout du compte, le GIEC ne fait pas de science. Non, il ne fait pas de science parce que dans les locaux du GIEC, il n'y a pas de labo, comme je vous l'ai dit, on ne prend aucune donnée. Donc le GIEC ne fait pas de science, ce qui est un comble vu son nom, organisation scientifique. Le GIEC mélange en permanence scientifique et politique, et le GIEC fait une certaine forme de scientisme. Il est bien évident, soyez-en certains, que de par son existence, le GIEC s'attaque évidemment plutôt aux énergies fossiles versus un pan considérable de l'économie qui s'appelle les énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables, vous le savez, ne sont pas toujours dépourvues de casseroles environnementales, il suffit de voir les éoliennes, et elles jouissent souvent de subventions publiques. On ne peut nier que l'industrie des énergies renouvelables bénéficie des travaux du GIEC et que l'importance de certaines subventions qui en découlent est due de la caution que le GIEC leur apporte. Donc, et pour conclure, en dépit des scientifiques de premier ordre au pédigré absolument parfait qui composent le premier groupe, il n'en demeure pas moins que la structure de l'organisme du GIEC pose des gros problèmes de probité. Il faudrait donc, si on veut restaurer finalement pour l'ensemble de la population, pour restaurer en fait la confiance au GIEC, il faudrait reconsidérer totalement son organigramme, car il n'est absolument pas suffisamment scientifique. Et de par son orientation politique, il peut conduire évidemment à des dérives lobbyistes de tous bords, en fonction de l'intérêt économique de différents pays. C'est une évidence.
Donc, vous voyez, si vous pensez un peu comme moi, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Parce qu'il faut qu'un maximum de gens se rendent compte que le GIEC, il est plus politique que scientifique. Or, quand on entend les médias et quand on entend les représentants gouvernementaux, ils l'emploient systématiquement comme caution scientifique et ça n'est pas juste. C'est faux. C'est quelque chose qu'il faut savoir pour comprendre que c'est faux. Voilà. Je vais travailler maintenant pour une vidéo pour la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et si vous ne l'avez pas aimé, vous n'avez qu'à mettre un pouce en bas. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ce serait gentil. Voilà, au revoir.